Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, disons, assez fondamentale. Une de celles qui vient vraiment bousculer notre perception de nous-mêmes. On va s'appuyer sur les travaux de Paul Jorion, mais aussi sur les expériences assez incroyables de Benjamin Libet pour explorer une idée vraiment vertigineuse. Et si, au fond, notre volonté consciente n'était qu'une illusion? Alors, la voilà, la question fondamentale. Est-ce qu'on est vraiment aux commandes de nos actions? On a tous envie de répondre oui, évidemment. On aime à penser que nos choix, ils viennent d'une vraie réflexion, que c'est nous qui décidons. Mais la science, elle a une version un peu plus étrange à nous proposer. Une histoire où, finalement, on n'est peut-être pas tout à fait les pilotes qu'on imagine être. Pour bien comprendre de quoi on parle, prenons un exemple tout simple. Imaginez un sprinter, là, dans les starting blocks. Le coup de feu retentit. Son corps, lui, il réagit en à peine 1/10 de seconde. C'est quasi instantané. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, sa conscience d'être parti, elle, n'arrive que une demi-seconde plus tard. Pensez-y, son corps était déjà en pleine action, bien avant que son esprit ne se dise « ça y est, on est parti ». En fait, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'histoire officielle. C'est la vision classique, celle qu'on a un peu tous en tête, héritée de la philo. L'idée que notre esprit conscient, c'est une sorte de PDG, un chef d'orchestre bien rationnel, qui analyse la situation, qui pèse le pour et le contre, et qui ensuite, seulement ensuite, donne ses ordres au corps. Le problème, c'est qu'une petite expérience scientifique va venir complètement dynamiter ce joli modèle. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. On va parler de l'expérience qui a vraiment tout changé, celle du neuroscientifique Benjamin Libet. Le protocole, vous allez voir, est d'une simplicité désarmante. Mais les résultats, des décennies plus tard, ils continuent de provoquer des débats absolument passionnés. Alors en quoi ça consiste cette fameuse expérience? C'est très simple, vraiment. On prend une personne, on la met devant un cadran, une sorte d'horloge avec un point lumineux qui tourne, et la consigne est simple. À un moment, quand vous en ressentez l'envie, juste comme ça, fléchissez le poignet. La seule chose qu'on lui demande en plus, c'est de bien noter, grâce au point sur le cadran, le moment précis où il a pris la décision consciente de bouger. Pendant tout ce temps, évidemment, un EEG enregistre ce qui se passe dans son cerveau. Et c'est là, dans cette mesure du moment de la décision, que tout va se jouer. Et c'est là que le résultat tombe. Et il est franchement complètement dingue. Regardez cette chronologie. Bien avant que le poignet ne bouge, à moins 550 millisecondes, l'EEG détecte déjà une activité cérébrale qui se prépare. C'est le potentiel de préparation motrice. Mais le sujet, lui, ne signale sa décision consciente d'agir qu'à moins 200 millisecondes. Vous voyez le décalage ? Le cerveau a commencé à préparer le mouvement plus de 300 millisecondes, donc plus d'un tiers de seconde avant que la personne n'ait eu l'impression de décider. L'action était déjà sur les rails, dans les coulisses du cerveau bien avant que le jeu conscient ne dise « ok, j'y vais ». Voilà, la conclusion, elle est là, noir sur blanc. La décision consciente survenait donc bien après que le cerveau ait commencé à modifier son activité cérébrale pour préparer le mouvement. En gros, ce n'est pas la conscience qui appuie sur le bouton « démarrer ». Pas du tout. On dirait plutôt qu'elle est juste informée, avec un temps de retard, un peu comme si elle recevait la note de service d'une décision qui a déjà été prise bien plus haut ou bien plus bas dans l'organisation. Alors face à une découverte pareille, on est bien obligé de tout repenser. Et c'est là qu'intervient l'anthropologue Paul Jorion. Il propose un nouveau cadre de pensée pour essayer de donner un sens à tout ça. Parce que la question devient, si la conscience n'est pas le pilote, alors à quoi sert-elle? Et surtout, qui ou quoi décide à sa place? Pour Jorion, une partie du problème vient des mots qu'on utilise. Il propose de les changer pour mieux coller à cette nouvelle réalité. Ce qu'on appelle traditionnellement l'inconscient, vous savez, tout ce qui est automatique, instinctif, il propose de l'appeler plus simplement le corps. Et ce qu'on appelle la conscience, ce fameux narrateur qui commente l'action après coup, il suggère de l'appeler l'imagination. Donc si on résume sa thèse, ça donne ça. La vraie prise de décision, l'impulsion d'agir, la volonté, tout ça c'est l'affaire du corps. Et notre imagination, notre conscience, que fait-elle? Elle reçoit l'info, mais toujours avec un temps de retard, et son boulot, c'est de créer une histoire plausible pour expliquer ce que le corps vient de faire. C'est en quelque sorte le service de communication qui rédige le communiqué de presse pour justifier une décision déjà prise. C'est une rationalisation a posteriori. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, un peu philosophique. Mais en réalité, cette idée trouve des échos partout dans notre quotidien. Et les discussions autour de ce sujet regorgent d'exemples qui vont sans doute parler à beaucoup de monde. Prenez ces quelques exemples. L'artiste qui regarde son œuvre et qui se dit, presque surpris, « c'est moi qui ai fait ça ?» Ou alors cette personne qui, après une rupture douloureuse, se rend compte qu'elle a effacé des années de photos, sans même s'en souvenir, un acte complètement inconscient. Et que dire du trader dont l'humeur fait le yo-yo avec les cours de la bourse, bien plus que par pur calcul rationnel? Ou, encore plus spectaculaire, cette personne qui se sort d'une grosse chute à vélo avec une roulade de judo parfaite, un réflexe que son esprit n'a jamais eu le temps de commander.
Dans chacun de ces cas, c'est la même histoire. Le corps agit et l'imagination, la conscience, arrive derrière, souvent ébahie, pour constater les dégâts ou le miracle. Évidemment, une théorie aussi provocatrice, ça ne met pas tout le monde d'accord. Loin de là. L'expérience de Libet, même si elle a été répliquée plusieurs fois, elle est aussi très critiquée. Et ce, autant par les scientifiques que par les philosophes. La critique la plus virulente, et on la retrouve dans ce commentaire, c'est que le protocole lui-même ne tiendrait pas la route. Pour ma part, je conclus de cette expérience qu'elle est dépourvue de signification. Le problème de fond, c'est comment peut-on être sûr du moment exact où la décision consciente est prise ? Est-ce que le sujet ne rapporte pas simplement le moment où il prend conscience d'une envie qui était déjà là, en train de monter ? C'est une objection très sérieuse et le débat là-dessus est loin d'être clos. Et puis il y a une autre grande ligne d'argumentation. Pour beaucoup, cette révolution n'en est pas vraiment une. On souligne que des philosophes comme Spinoza, excusez du peu, disaient déjà des choses très similaires au XVIIe siècle. Spinoza écrivait que les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais qu'ils sont ignorants des causes qui les déterminent. Ça vous rappelle quelque chose ? L'idée que le corps et l'esprit ne sont pas deux choses séparées, mais les deux faces d'une même pièce, eh bien elle trouve ici un écho assez spectaculaire. Et tout ça, bien sûr, nous amène à la grande question, la question qui fâche peut-être, celle du libre arbitre. Parce que si nos actions démarrent avant même qu'on en ait conscience, est-ce qu'on est encore vraiment libre ? Est-ce qu'on est encore responsable ? Sommes-nous juste des marionnettes biologiques ? En réalité, la réponse est beaucoup plus nuancée. Ce n'est pas parce que la conscience n'initie pas l'action qu'elle ne sert à rien. Au contraire, son rôle est absolument crucial. C'est elle qui, après l'action, analyse le résultat. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que c'était une bonne idée ? C'est elle qui tire les leçons de l'expérience pour, en quelque sorte, préprogrammer le corps, pour l'entraîner à mieux réagir la prochaine fois. C'est une fonction essentielle de l'apprentissage. Et cette citation de Paul Jorion résume ça de manière parfaite. Notre conscience arrive en réalité toujours quelque temps après la bataille. J'adore cette image. La conscience, ce n'est pas le général qui décide de l'attaque. C'est plutôt l'historien militaire qui arrive sur le champ de bataille une fois que tout est fini pour analyser ce qui s'est passé, comprendre la stratégie et en tirer des leçons pour le futur. On arrive maintenant au terme de cette plongée un peu vertigineuse. Et tout ça nous laisse avec une question encore plus fondamentale, qui touche au cœur même de notre identité. Parce que si on y pense, si ce sentiment d'être un jeu aux commandes, un jeu qui décide, n'est en fait qu'une histoire que notre cerveau se raconte après coup pour mettre de l'ordre dans tout ça. Si la petite voix dans notre tête n'est pas celle du pilote, mais simplement celle du commentateur. Alors, la question ultime, c'est qui est ce jeu ? Est-ce le corps qui agit en silence ? Est-ce l'imagination qui raconte l'histoire ? Ou est-ce que le jeu se trouve justement dans cette interaction complexe et mystérieuse entre les deux ? C'est une question qui reste ouverte et qui invite chacun à repenser sa propre expérience intérieure. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.